Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons deux nouveaux élus. Fanny Chappé, réélue à Paimpol. Bonjour. Vous êtes également présidente du porte-parole du groupe socialiste au Conseil régional. Social-démocrate, écologiste et régionaliste. Social-démocrate, c'est plus sophistiqué. Et Quentin Le Gaillard, vous êtes le nouveau très jeune maire de Concarneau, à 28 ans. Vous avez succédé à Marc Bigot, vous aviez rejoint les rangs de l'UMP en 2015, vous avez été le chef de cabinet de Maël de Calan. Je le suis toujours d'ailleurs. Pour l'instant. Vous êtes toujours pour l'instant. Quelques c'est pas un cumul, ça? Non? Ah bah écoutez, c'est temporaire. C'est temporaire. Il a encore besoin de moi quelques semaines, le temps de recruter quelqu'un. On vous dit hyperactif, donc je pense que vous trouverez à vous employer. Fanny Chappé, quelques impressions déjà de campagne. Vous avez évoqué une confiance renouvelée qui nous honore et nous oblige. Vous avez souhaité porter haut les valeurs de respect, d'écoute et de solidarité, mais peut-être aussi parce que la fin de campagne a été difficile pour vous comme pour d'autres. C'est-à-dire que les campagnes, même si c'est pas le niveau qu'on a connu dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, c'est quand même parfois assez violent. C'est ce que j'ai pu regretter. Je vois que je suis pas. Paimpol n'a pas eu le monopole d'une fin de campagne difficile, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être analysé. Effectivement, on a eu une fin de campagne qui s'est vraiment, de mon point de vue, beaucoup trop éloignée du débat politique, de la confrontation des idées, de la confrontation de programmes, ce qui nous anime d'ailleurs, nous, les candidats et les élus. Et voilà, j'ai pu déplorer effectivement une fin de campagne très axée sur les attaques personnelles. Donc voilà, c'est vrai que ça a été difficile. Et puis je pense que ça a été exacerbé par les réseaux sociaux, parce que sur le terrain, par contre, je le dis, je le redis, la campagne s'est très bien passée. Et vous, même si vous avez été un peu agressé dans un bar, si j'ai bien noté... Vous êtes très au courant de l'actualité. Il m'arrive de lire le Télégramme. Vous avez coupé les réseaux sociaux dès le début de l'entre-deux tours? Exactement. Dès le début de l'entre-deux tours, j'ai décidé de me mettre en retrait des réseaux sociaux à titre personnel. Je l'ai demandé à ma famille également, parce que de la même manière que ce que vous disiez, le débat d'idées, c'est un peu éloigné finalement de la campagne, alors que ça aurait dû être le point central. Et les attaques personnelles, les insultes, évidemment, c'est toujours plus facile derrière un écran que sur le terrain. Et de la même manière, sur le terrain, ça s'est globalement très bien passé. Et d'ailleurs, même avec la liste qui était face à nous au deuxième tour. Il y a eu un phénomène générationnel dans ce qui vous concerne, mais il y avait surtout, c'était très amusant, deux anciens, deux crocodiles qui avaient voulu revenir dans la course. Vous n'avez pas accepté que André Fidelin veuille repartir. Il y avait également Gilbert Lebris du côté des socialistes. Ce phénomène générationnel, il est marquant maintenant. Il y a une volonté de pousser les anciens dehors. Je dirais pas ça. Dans l'équipe d'ailleurs que j'ai menée et qui sont aujourd'hui élus à mes côtés, on a une grande diversité en termes d'âge, en termes de métiers, de milieux sociaux. Je pense que c'est davantage une richesse, l'alliance de l'expérience et de la jeunesse. Néanmoins, ce que j'ai pu noter durant cette campagne, que ce soit durant la campagne ou le jour du vote évidemment, effectivement, je pense que les Concarnoises et les Concarnois avaient envie de changement, n'avaient pas envie du retour des deux anciens maires, même s'ils ont l'un et l'autre fait beaucoup pour cette ville durant de nombreuses années. Et on l'a vu au deuxième tour, c'est donc Thomas Lebon pour le côté gauche et moi-même pour la droite qui sommes arrivés en tête. Et je crois que c'est un phénomène assez marquant pour être noté, effectivement. Vous, Fanny Chappé, vous avez l'expérience d'un premier mandat, mais néanmoins, pour poursuivre un peu sur la violence en politique et le fait que les élus, on dit, sont à portée de baffe, ce qui est d'ailleurs aussi leur capacité à être mieux enracinés dans la proximité. Vous subissez des recours que vous qualifiez d'abusifs, puisque vous devrez comparaître au tribunal correctionnel. Alors moi, je ne me substitue pas à la justice, donc je ne qualifie pas d'abusif. J'émets l'hypothèse, en tous les cas, qu'il y a effectivement peut-être un phénomène, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de collègues maires, de recours, effectivement, que l'on peut... en tout cas déclarer ou se dire ils sont peut-être abusifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès lors qu'il y a un recours, que ce soit sur un projet de logement, que ce soit sur un projet d'école, peu importe,
D'abord, c'est énormément de temps et d'argent pour la collectivité. C'est de l'épuisement, c'est un engagement aussi financier. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on a des citoyens, en l'occurrence, des fois qui sont le même citoyen, qui prennent cette habitude de déposer des recours systématiquement. Et oui, je dis que ça suffit, je dis que ça devrait être regardé de plus près, je dis qu'on devrait pouvoir aussi se retourner contre ces citoyens qui déposent des recours, mais en permanence sur le moindre projet. Ça pose question quand même. Oui, donc, effectivement, je dois rendre des comptes. On est d'accord, il y en a marre, finalement, on ne peut plus rien faire. Monsieur le nouveau maire, là, évidemment, vous allez expérimenter cette capacité de harcèlement permanent. Alors, c'est très difficile, par exemple, d'implanter de nouvelles activités économiques aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, donc, la compétence économique est donc aujourd'hui gérée par l'agglomération, mais néanmoins, pour tout ce qui est permis de construire, effectivement, sans cesse, on le sait, et c'est valable dans toutes les communes de France, on subit des recours sans arrêt, et je crois que ça ne sert pas ces citoyens. Et ça ne sert pas la démocratie, puisque je pense que les élus sont là pour agir, et aujourd'hui, ils sont souvent empêchés. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de regrettable. Et puis, il faut dire aussi que ça empêche des projets d'intérêt. Il y a des projets d'intérêt généraux, donc en l'occurrence, un projet d'intérêt général qui est celui d'un projet de logement en réhabilitation, qui prend du retard, alors que ces personnes-là n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir habiter dans des logements plus confortables. Ce sont des projets qui prennent du retard parce qu'une personne dépose un recours. Donc moi, je pense qu'il est temps qu'on en parle et qu'on puisse nous donner, nous, les moyens, nous, les élus, en tous les cas, de pouvoir détourner ces recours abusifs, parce que nous, on porte des projets qui sont à destination de la population et qui sont desservis des fois du fait d'une personne. Donc oui, ça pose question. Ouais. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que l'école a été un des sujets un peu clivants pendant la campagne que vous avez menée. À quel niveau? Quel est le... C'est très intéressant en fait. C'est très intéressant, c'est-à-dire que Paimpol, on est sur une population vieillissante. On est la commune littorale, la caricature de la commune littorale dont la population vieillit. Paimpol est sur 2 à plus de 60 ans, 25% de la population a plus de 75 ans. Et un des défis à relever sur Paimpol, c'est qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour attirer des actifs. Enjeu qui est extrêmement important parce qu'on parle de l'avenir, on parle de demain. Et donc, il y avait ce projet d'école. Et en même temps, c'est important aussi de dire à la population, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas comment c'est à Concarneau, mais sur Paimpol, c'est une école publique sur 3 sites. Et donc, on est soumis à des contraintes, le décret tertiaire, à des contraintes aussi de dépenses énergétiques qu'on doit maîtriser. Et donc, on a un projet, c'est de faire l'école publique de 3 sites à un site. Mais en réalité, toutes les collectivités aujourd'hui sont soumises à ces contraintes financières. Donc, nous, on répond à une logique financière, à une logique aussi écologique, de réduire les consommations, les dépenses énergétiques, et dans le même temps, de construire une école attractive qui redonne de l'attractivité, qui donne aussi envie à des parents de s'installer sur Paimpol. On s'est confronté, mais une fois encore, c'est très intéressant, à une vision complètement différente de c'est trop d'argent pour une nouvelle école. C'est trop d'argent alors qu'on pourrait répondre à des équipements, améliorer les équipements culturels à destination de la population actuelle, c'est-à-dire une population plus âgée, qui est plutôt population de retraités. Donc on avait vraiment un clivage de vision, c'est-à-dire soit on répond au quotidien des personnes, des Paimpolais qui sont là aujourd'hui, et donc on leur dit c'est à vous, c'est vers vous qu'on va destiner ces investissements. Et nous c'était oui, mais pas que. Il faut aussi qu'on pense à demain et après-demain, parce qu'il y a ce défi à relever d'attirer des actifs, et ça passe, je l'ai dit tout à l'heure, par le logement. Des logements sociaux, mais des logements aussi abordables, et aussi par le projet d'école. Donc 2 visions vraiment pour le coup très différentes. C'est un problème, vous allez le mesurer, mais vous le mesurez peut-être déjà, pour les jeunes aussi, de s'installer, de trouver des habitats, des loyers bien sûr. modérés. Alors, on a un sujet de logement, et on a aussi un sujet d'école. Et effectivement, nous, de la même manière, dans cette campagne, on a énormément parlé d'une école. Il faut savoir qu'on a 7 groupes scolaires publics sur Concarneau. Et aujourd'hui, pendant cette campagne, nous n'avons parlé que d'une école. Et ça, je l'ai beaucoup regretté, parce que il y a des sujets, et nous aussi on est confrontés à un vieillissement de la population. 89 naissances seulement à Concarneau l'année dernière, c'est une vraie problématique. Et moi aussi je crois que lorsque on peut proposer des écoles modernes, des écoles accueillantes dans nos villes, je pense qu'on peut attirer justement des jeunes couples qui vont s'intéresser à notre ville.
Et pour revenir sur la thématique du logement, moi, j'ai pas de baguette magique, mais néanmoins, c'est une vraie problématique. Alors nous, on a lancé depuis plusieurs années, sous la mandature précédente, la construction de nombreux logements, près de 1200 logements au total depuis 2020. Donc c'est un énorme projet d'investissement sur le logement, avec une part de logements sociaux aussi, parce qu'on a conscience que les prix à Concarneau ont explosé, notamment depuis la crise de la Covid-19 en 2020. Et donc aujourd'hui, tendance, Concarneau. Ah ben évidemment, ça devient tendance, mais ça On en deviendra parle encore dans les plus magazines demain. parisiens maintenant. Tout à fait, j'ai vu ça. En tout cas, je vois que ça dépasse les clivages droite-gauche. Et, Vous avez un peu les mêmes problèmes, en fait. C'est intéressant de voir que deux maires qui ne sont pas a priori de la même obédience sont convaincus que l'école peut être l'avenir de demain, de la population, et d'attirer des actifs avec des projets de logement. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir le poser. On a un peu l'impression, vous avez quitté le PS, que finalement, vous n'êtes pas républicain, si Si, je suis adhérent Vous êtes LR. quand même adhérent. Bon. Tout à fait. On a un peu l'impression quand même qu'il y avait moins d'étiquettes pendant cette campagne, que les maires se présentent plus à titre individuel. Et en même temps, il y a une sorte de découplage entre la politique nationale et les débats nationaux qui favorisent les extrêmes, parce que ce sont quand même ceux qui gueulent le plus fort. Comment vous reconnectez tout ça ? Alors moi, Surtout que vous avez une fonction. J'ai insisté pour dire que je n'étais surtout pas sans étiquette. Pour moi, ça ne veut rien dire. Et surtout, apolitique. C'était une tendance. Je voyais, je suis apolitique. Alors moi, je suis tout sauf apolitique. Je suis conseillère régionale. Je suis présidente du groupe de Loïc Schnee-Gérard. Je suis maire depuis sur le 2e mandat. Et en tant que candidate, je disais, mais on n'est pas apolitique. Je suis politique. Dès lors que l'on mène justement une politique sur l'éducation, sur la petite enfance, sur le logement, sur la culture, si on en reparle, tout est politique. Mais bon, on voit quand même des élus qui fuient leur étiquette. Ça, alors, juste pour dire, d'une part, oui, on fait de la politique. Après, il y a un deuxième sujet qui est celui des étiquettes d'encarter. Et là, effectivement, sur le terrain, moi, ce qu'on me disait, c'est nous, on ne veut pas avoir ces grands débats là, nationaux où les partis se tapent dessus. On ne veut surtout pas ça. On veut de la proximité. On veut que vous nous parliez de nos projets. On veut que vous nous parliez de nous. Pour le coup, et faites un pas de côté par rapport à ces conflits entre partis au niveau national. Moi, ça a été très clair sur la campagne. C'est parlez-nous de nous, mais surtout pas de descente de ces conflits nationaux. Je vais répondre sur ces deux choses, parce qu'il y a d'abord un problème d'incarnation qui se manifeste à travers vous, mais en même temps, vous avez des ressources contraintes. Bon, en plus, vous, c'est l'agglomération qui a quand même une grande partie des ressources. Comment vous faites aujourd'hui pour répondre à cette demande sociale qui est de plus en plus forte et à ces ressources qui s'amenuisent dans un État surendetté ? Alors, nous, on a... Et qui transfère de plus en plus les compétences, mais pas les... Nous, on a la chance à Concarneau d'avoir bénéficié depuis un peu plus d'une quinzaine d'années d'avoir une dette qui est totalement maîtrisée, un peu en dessous de 9 années de capacité de désendettement. Et à côté de ça, nous sommes engagés, déjà au précédent mandat et à ce mandat-ci, à ne pas augmenter les impôts. Pourquoi ? Parce qu'on pense aussi que les impôts sont déjà trop élevés, alors au niveau national évidemment, et à l'échelle de Concarneau, ils sont déjà à un niveau encore correct, mais néanmoins, on ne veut pas aller au-delà. Et donc ça, c'est pour la partie très financière. Et nous, ce qu'on souhaite en termes justement de projet, c'est prioriser. Donc pendant toute la campagne, on a expliqué aux uns et aux autres que nous ne pourrions pas tout faire. Et quand on l'explique, je pense que les gens l'entendent. Et cette démarche de vérité, c'est quelque chose qui peut justement changer avec, on va dire, avec le passé, avec des élus qui par le passé ont parfois menti. Et c'est beaucoup ce qu'on leur a reproché. Ça a contribué à une image un peu plus négative de la politique. Et nous, c'est ce qu'on souhaite changer justement à l'échelle locale. Et donc, évidemment, on aura des ressources contraintes, et on le sait. Donc, on a priorisé les écoles, la culture avec un centre culturel, la sécurité aussi avec l'installation de caméras de vidéoprotection qu'on voudra étendre notre système d'ici quelques mois ou années au plus tard. Et également une police municipale qu'on est en train de créer. On a voté hier soir en conseil municipal justement le recrutement de 3 policiers municipaux. Voilà, on a priorisé. Chez vous, ça a été un sujet, la sécurité ?
Alors, juste, je voudrais revenir sur, quand on dit qu'on n'augmente pas les impôts, on est vraiment sur la partie fiscalité propriétaire, parce que de toute façon, on est obligé d'augmenter à un moment donné d'autres impôts. Les élus, justement, ce souci de vérité, c'est de dire que les impôts, on les augmente à un moment donné, mais c'est bien sur le foncier dont on parle. La sécurité, la Parce liste... qu'il y a des villes où ça a joué, non, moi, notamment les plus grandes. Non, moi le sujet, la sécurité, il y a eu une tentative. À Brest, par exemple. Il y a eu une tentative, mais ça n'a pas pris à Paimpol parce qu'il n'y a pas de sujet. Il y a eu une tentative effectivement de faire croire qu'il y en avait un, mais il n'y a pas de sujet à Paimpol. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, il y en a comme partout, mais ça n'a pas été du tout un sujet de campagne. Ce qui a été un sujet, et je sais que ça en a été un aussi, j'ai eu cet exemple-là à La Flèche, par exemple, dans la Sarthe, parce qu'on voit là une fois encore... La Flèche dans la Sarthe, où il faut rappeler que c'est le Rassemblement national qui avait élu un maire pour la première fois, du coup, dans l'Ouest. ça m'a intéressé, puisque je connais bien La Flèche, et en fait, c'est intéressant, c'est la question de l'éclairage public. Donc, quand on parle de sécurité ou de sentiment d'insécurité, c'est dans des petites villes, ça peut être tout simplement le fait qu'on n'ait plus mis d'éclairage public suite à la... Et ben, nous, du coup, on se repose la question de l'éclairage public parce que ça génère un sentiment d'insécurité, et le sentiment peut être considéré comme réalité, forcément, puisque c'est la vérité de celui qui se sent en insécurité quand il n'y a pas d'éclairage public. Et ça, on parle du quotidien. Moi, je sais qu'à Paimpol, ça a été des sujets. C'est le quotidien, l'éclairage public, ce sentiment d'insécurité. Donc tout de suite, là, on va y remédier et on va répondre à ce besoin-là parce que ça dit beaucoup quand on parle de ça. Bon, enfin, de toute façon, l'élection est passée. Vous faites partie d'une majorité aussi. Enfin, vous êtes proche de Maël de Calan. Il y a un maire d'hiver droite qui a été élu à Brest. C'est quand même un petit tremblement de terre à l'échelle du Finistère. Qui était largement élu, d'ailleurs. Une ville qui était détenue par les socialistes depuis 37 ans. Est-ce que les choses vont changer aussi dans le département? Vous allez contribuer à définir d'autres priorités? Il y a une polémique sur le RSA en ce moment. Alors moi, je quitterai mes fonctions de chef de cabinet de Maël de Calan d'ici quelques semaines, le temps de faire la passation avec mon successeur. Donc j'aurai un peu moins, en tout cas, de lien avec le président du département et les élus de sa majorité. Qu'est-ce que vous dites sur cette polémique concernant le RSA? Très sincèrement, je crois que on retourne exactement dans les travers qu'on évoquait précédemment sur des personnes qui attaquent les élus lorsqu'ils font le travail pour lequel ils ont été élus. Quand on passe de 18 000 allocataires à 13 500 allocataires du RSA, eh bien moi, en tant que Finistérien, j'en suis fier. J'en suis fier parce que je me dis, ça y est, enfin un président de département qui a compris ce qu'attendaient les habitants du territoire et les Français de manière générale. Oui, il faut aider les plus démunis, les personnes qui peuvent se retrouver en difficulté, qui perdent leur emploi parce que la boîte a fait faillite, par exemple. Ça peut arriver et il faut les aider. Il faut les aider encore davantage. En revanche, toutes celles et tous ceux qui fraudent, et il y en a, et il faut arrêter de se voiler la face. Eh bien, eux, oui, c'est logique qu'on leur retire leurs droits au RSA parce que chaque centime qui va dans leur poche, c'est un centime qui est parti de la poche de quelqu'un d'autre. Et moi, je ne peux pas me satisfaire de ça. Vous avez un petit quelque chose à ajouter ? La notion de travail est une valeur qui est extrêmement importante et qui doit être revalorisée et on doit en reparler de façon positive. En tant que maire, par exemple, on accompagne les chantiers d'insertion, tout ce qui permet de réinsérer le travail. C'est un sujet qui est extrêmement complexe parce qu'on parle d'humain. Moi, je fais un pas de côté avec la culpabilité autour du RSA et ce qu'on appelle du pauvre, parce que c'est comme ça que l'on en parle. Et donc, le travail, c'est quelque chose qui doit être valorisant. Moi, j'y suis profondément attachée. J'en ai beaucoup parlé pendant la campagne, mais on a, une fois encore, nous les maires, ce devoir aussi et cette responsabilité de tout mettre en place pour permettre à celles et ceux qui sont les plus en difficulté de pouvoir accéder de nouveau au travail. Alors je vous attire sur progressivement, puisque l'émission arrive à sa fin, sur des territoires un peu éloignés des vôtres. Vous, c'était le département. Vous, on va parler un peu des éoliennes en mer. Vous n'êtes pas directement concerné en face de Paimpol, mais enfin, à droite, Saint-Brieuc et maintenant en baie de Morlaix, il y a quand même un sujet qui va se poser de façon de plus en plus forte dans les prochains mois. Certains disent aujourd'hui, ces éoliennes en mer, elles ont peu de chances de se faire parce qu'au prix où est proposé le kilowattheure, ce ne sera pas rentable. Vous êtes très attaché à ce que ce projet se fasse. Loïc Chenet-Girard, lui, s'est beaucoup engagé là-dessus. Quel est votre point de vue ?
Moi, j'y suis très attachée. J'aurais pu être concernée sur Paimpol et j'en aurais été très heureuse. Les énergies marines renouvelables, ça, c'est aussi un sujet dont je trouve on ne parle pas assez. Ce n'est pas des territoires éloignés. On parle de la Bretagne quand on parle des EMR. On parle des transitions, on parle de demain. Et à chaque fois, on va trouver des raisons pour lesquelles ça ne se fera pas. Pour le parc en baie de Saint-Brieuc, on a aussi énormément entendu dire pour X raisons que ça ne se ferait pas. Les diaquettes qui avaient abîmé le granit, les poissons qui allaient partir. Au final, résultat, ça c'est fait. Ça marche très bien. Le comité départemental des pêches qui était très inquiet finalement sont satisfaits, les armateurs sont satisfaits, les pêcheurs sont satisfaits, les associations écologiques également. Donc voilà, je vois qu'à chaque fois on va trouver des raisons pour lesquelles ça ne se ferait pas et au final ça se fait. Et une fois encore, les énergies marines renouvelables, c'est aussi l'avenir de la région Bretagne. Donc oui, on y est très attaché à la région, en tout cas la majorité. Et l'avenir de Brest ? L'avenir de Brest, je pense qu'avec Stéphane Roudotte, il y a un Brest, petit sujet sur le polder. Ah oui. Alors c'est vrai aussi. Sur la réparation navale. Mais je ne veux pas vous attirer au-delà de votre domaine de compétences. Non. C'est une question piège, comme on dit. Alors je ne prendrai pas la parole sur un sujet qui ne concerne pas la ville de Concarneau. En revanche, je suis sûr et certain que Stéphane Roudotte sera un très grand maire de Brest. Bon, et il est très actif déjà depuis quelques semaines. Bon, alors je vais vous poser une dernière question qui n'est pas une question piège pour le coup, parce que c'est Ceci dit, pardon, mais les maires, on a évidemment le droit d'avoir un avis sur d'autres sujets alors, que les nôtres. On a parlé du département et de la région, je trouve ça très bien. Votre avis sur ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est un climat extrêmement anxiogène. On peut dire que c'est loin, mais non, ça a des implications totalement directes sur vos concitoyens, sur vos administrés. Comment vous ressentez un peu la manière dont c'est perçu sur place ? Ce que je constate, c'est que les gens ont peur. Et à juste titre, les gens ont peur parce qu'il y a un climat de violence. On parlait tout à l'heure de la violence au niveau local, sur le plan politique, mais on voit qu'il y a une violence politique au niveau international qui s'est développée depuis de nombreuses années. Et je dois avouer et qui est là très largement au-dessus de tout ce qu'on a pu connaître. Exactement. Et avec un pays comme les États-Unis, qui est censé être le pays de la démocratie, le pays des droits, etc., protecteur. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'un des pays qui devient belliqueux. Et je ne suis pas certain que ça puisse aider, que ce soit les Européens ou que ce soit même les peuples, justement, au Moyen-Orient. Oui, effectivement, l'Iran, c'est une dictature, tout le monde le sait depuis des années. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ce soit avec les armes qu'on puisse trouver une solution. Et vous qui vivez, comme nous tous d'ailleurs, dans une belle région qui est aussi un refuge, quand vous voyez ces bombardements continus, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, à titre plus personnel, je parlais cette semaine à une amie ukrainienne qui a fui Kiev donc il y a bientôt 3 ans. Et il faut entendre aussi le vécu de ces personnes qui ont des familles. Alors, on peut évoquer énormément de pays aujourd'hui, tant ils sont nombreux à être touchés. Et dont on sous-estime le courage extraordinaire. Moi, je pense aussi à ma collègue Foroudatka, à la région, qui a pu témoigner dernièrement, à toutes ces personnes qui ont de la famille et des amis dans ces pays-là. C'est d'une douleur, mais c'est absolument inimaginable pour nous, ne serait-ce que de penser à ce qu'ils peuvent... indicible, je cherchais le mot, je vous remercie. Dans le même temps, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a moi je constate un repli sur soi de cette peur, parce que c'est incessant, parce que c'est sur les chaînes en permanence, sur les chaînes nationales qui sont en boucle. Et moi, je l'ai vu pendant la campagne, le nombre de commentaires que j'ai pu avoir sur ces conflits au Moyen-Orient, avec une tellement compliqué qu'il y a des jugements hâtifs et il y a une difficulté de compréhension de ce qui se passe, mais surtout une peur, et clairement ça se traduit par un repli sur soi. Lassitude aussi. Et au lieu de se dire peut-être que nous on vit dans un pays où ça va, une belle région, il y a un repli sur soi avec une peur qui est assez et qui, de mon point de vue, va très très vite nous rattraper dès lors que là on va rentrer dans la campagne présidentielle. Dernière question qui n'a rien à voir, mais on n'a pas beaucoup entendu le président chez les Girard pendant les élections municipales. Il y a eu des débats sur les alliances, PS, LFI, etc. Bon, il a été relativement discret. En même temps, il n'est pas commentateur, le président de région. Il est souvent commentateur, comme nous tous d'ailleurs, mais il sera peut-être plus
plus présent à l'Ifrey, Le bientôt. 25 avril, Voilà. au Souffle Breton, Je vous laisse faire le pitch. Eh ben, très bien, je vous remercie. Donc j'invite évidemment toutes celles et ceux que ça intéresse à l'Ifrey le 25 avril autour du président de région Loïc Schneider. C'est Avec le quelques deuxième invités événement connus. qu'on appelle le Printemps du Souffle avec Raphaël Glucksmann, avec Carole Delga. On a aussi quelques anciens ministres qui vont intervenir, mais aussi des conseils régionaux, des professionnels, des gens, j'allais dire comme vous et moi, mais des gens plus simples dans l'exercice de leur fonction. On va parler de l'eau, on va parler du travail, justement, on va parler aussi de la justice sociale. Et de mon côté, est-ce que j'ai la chance d'animer la plénière l'après-midi? On va aussi reparler de la gauche, de demain, de cette cohésion nécessaire, au-delà justement des clivages de partis. C'est comment on reconstruit cette gauche avec de nombreux sujets qui fédèrent et qui rassemblent. Et avec toujours ce sujet aussi de l'espoir et de l'enthousiasme qu'on doit incarner. Merci Fanny Chappé. Un petit mot pour finir. Vous nous préparez un événement à Concarneau un jour ou l'autre? Exactement, fin juin. Nous, de mémoire, c'est le samedi 27 juin. Donc tous les ans, on fait notre grande fête de la majorité municipale. Et vous y allez bien d'ailleurs. On va les transporter en car. Voilà, exactement. Donc ça, c'est fin juin. Et en septembre, on a évidemment la fête de l'Alliance pour le Finistère avec Maël de Calan. Merci Fanny Chappé, merci Quentin Le Gaillard. Merci à vous. Portez-vous bien, passez un bon Merci, week-end. bon On se retrouve week-end. la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour le Café du Commerce. À très vite.